Aujourd'hui, nous parlons de santé mentale. Pourquoi la santé mentale? Parce que c'est l'un des sujets qui est tabou, qui est, ma foi, très important, vital, crucial, mais qui reste encore tabou dans notre contexte africain, camerounais, et bien au-delà. Nous sommes avec Samuela Noumédem aujourd'hui. Elle est psychologue clinicienne basée à Douala, et avec elle, nous parlons de la santé mentale dans le contexte africain, camerounais, et surtout, nous allons déconstruire les tabous qui sont bâtis, construits, les tabous culturels, religieux, etc., qui sont autour de cette question de la santé mentale. Et là, elle qui est spécialiste de cette question de la santé mentale et qui pratique sur le terrain, qui consulte, va nous donner ses insights ou les secrets pour pouvoir avoir une santé mentale équilibrée. Et nous avons beaucoup de membres de la communauté des Infox qui sont des entrepreneurs. Je pense qu'on va pouvoir réserver un petit moment pour parler de ce qu'elle observe avec les entrepreneurs, elle-même entrepreneur, parce que n'oublions pas que mon psy online, c'est un projet entrepreneurial. Et donc, on va pouvoir disséquer les processus mentaux qui se passent dans les têtes des entrepreneurs avec les défis auxquels ils et elles sont confrontés. Je te passe la parole pour te présenter au public de Desinfox. Donc, je suis Samuela Nomedem. Je suis une femme camerounaise, mariée, mère de 2 enfants. Et puis, je suis aussi psychologue clinicienne ici au Cameroun. Donc, j'ai étudié ici. Je me suis inscrite en psychologie en 2006. Et je suis sortie de là avec un master en 2014 en psychopathologie. On a du mal à intégrer le fait qu'il y a des gens qui vont à l'école pour étudier ça et qui gagnent leur vie en faisant ça. Et donc, on doit pouvoir payer pour bénéficier de leur expertise. Je pense que c'est le pas qu'on a encore du mal à franchir. C'est qu'en fait, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est vraiment un vrai travail. Donc, ce qui nous écoute, ce n'est vraiment pas une causerie comme beaucoup de personnes pensent que c'est une causerie. Ouais. Tu vas lui parler, il va te dire ce que tu savais déjà. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Non, on n'irait pas faire 5 ans d'études à sauter en Guayaquil, vraiment dans des conditions pas très pratiques, pour finalement venir s'asseoir. Non, c'est vraiment beaucoup de travail. À quoi est-ce que ça ressemble une journée atypique pour toi en tant que psychologue clinicienne? Pour une journée atypique, je vais dire que quand je ne suis pas en train de travailler, quand je n'ai pas de personnes à accompagner, je suis en train de travailler des articles parce que j'ai un aspect qui est très digital aussi, sur lequel je mise beaucoup en fait, sur lequel je mise beaucoup pour pouvoir faire ce travail d'éducation et de sensibilisation dont j'ai parlé au début. Donc voilà, j'organise une journée comme ça, je travaille sur rendez-vous, parce que je travaille en libéral, je travaille sur rendez-vous. Donc au fur et à mesure que le temps passe, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent vers moi spontanément, parce qu'avant c'était plutôt des références. J'avais quelqu'un que je connais, ou alors des membres de la famille qui c'était quelqu'un que je connais qui avait besoin d'une consultation, mais c'était très faible. Oui. Mais à partir du moment où je suis passée au digital, j'ai quand même commencé à avoir beaucoup plus de réactions. Beaucoup plus de réactions, je ne veux pas dire dans le digital que je suis beaucoup plus de réactions quand même. Beaucoup plus de réactions quand même. C'est déjà ça. Les gens qui posent des questions, les gens qui veulent connaître les modalités, comment ça se passe. Donc, j'ai quand même beaucoup plus de réactions. Mon téléphone, il y a quand même plein de messages de gens qui écrivent. Donc, je prends des rendez-vous. J'organise ma semaine en fonction de mes rendez-vous. Par exemple, je travaille le mardi et le jeudi en présentiel. J'ai un endroit pour l'instant que j'exploite, qui ne m'appartient pas, mais que j'utilise pour mes consultations pour le moment. Donc, le mardi et le jeudi, c'est les en présentiel. Et puis, les autres jours de la semaine, c'est partagé entre la gestion de la maison, mes consultations en ligne, parce qu'il y en a aussi qui m'accompagnent en ligne. Et puis, tout ce qui concerne la préparation de contenu, ou bien les activités que je projette de mener, donc tout le reste de la semaine en dehors, je m'essaie de dispatcher comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais ce n'est pas toujours évident de justement épuiser
Oui, souvent oui, oui. dispersé. Il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai trouvé le bon rythme. C'est vraiment comme l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que tu essaies de faire la part des choses entre ta vie, entre ton travail et ta vie personnelle. Les deux sont mélangés, tu ne te retrouves plus. Mais bon, il y a des jours, ça va, je maîtrise. Il y a des jours, je maîtrise. Tu maîtrises ton calendrier. Alors, c'est quoi la durée moyenne d'une consultation avec un client? Est-ce que tu préfères client ou tu préfères patient? Parce que ça, c'est aussi un détail important. Le psychiatre, c'est certainement un patient, mais pour le psychologue, est-ce que c'est un client ou c'est un patient? Pour le psychologue clinicien, à la base, c'est un patient. Parce que le psychologue D'accord. clinicien, c'est vraiment de prendre en charge la souffrance psychique d'une personne. Bon, cette souffrance psychique Mhm, peut être causée par une difficulté de la vie quotidienne et elle peut aussi être causée par un trouble de la santé sévère. Il est mhm, habilité à poser des diagnostics, habilité à prendre en charge une pathologie. Il est aussi habilité à accompagner quelqu'un qui fait face à une épreuve de la vie, peut-être un deuil, peut-être une rupture, peut-être un divorce, un licenciement, ou alors des aspects ouais. de sa personnalité qui le font souffrir. Donc, je dirais qu'à la base, c'est un patient. Ce n'est pas le psychologue en fait en face n'est pas un être supérieur à vous qui a toutes les clés, Mhm, toutes les réponses, ou qui va revenir dans votre cerveau et bouger un ou deux, trois plombs, et puis tout va aller comme sur des roulettes. mhm, Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, en fait, où c'est vraiment ce que vous me donnez, ce que vous m'apportez en séance qui m'aide, en fait, à savoir comment je vais vous aider. Il y a des patients qui peuvent venir et on peut faire 2 ou 3 séances. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne peux pas encore trouver exactement quel est le but ou mhm, alors une approche pour aider la personne à aller vers un mieux-être. Donc, le psychologue n'a pas la réponse à tout en même temps. Mais je comprends aussi que dans l'imaginaire collectif de la population, bon, on dit la santé mentale. Donc, si on dit qu'elle est psychologue, je vais l'appeler docteur. Je pense qu'elle parle déjà. C'est un peu une façon, comment dire, naturelle d'aller vers quelqu'un qui semble avoir la solution et de lui donner un peu de respect. Mais on se cherche quand même mhm. dans la vie d'associer tout ça. On se dit que non, toutes les réponses ne sont pas de moi. Je ne suis même pas sûre de les avoir, mais ensemble, on va les trouver. Ensemble, on va les trouver. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je travaille. Est-ce que ta clientèle est majoritairement masculine ou féminine? Majoritairement féminine, vraiment, les messieurs qui nous écoutent, j'espère vraiment que dans l'avenir, ça va, vous allez un peu remonter, faire une remontada là, parce que franchement, c'est vraiment, Alors, c'est la alors, de quelle plupart du temps, proportion est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est 90-10 féminine? Est-ce que c'est 80-20 féminine? Est-ce que c'est 60-40? c'est 95-5. 95 féminine, 5 Waouh! Waouh! depuis Waouh! longtemps que je m'en souviens, donc depuis que j'ai commencé à avoir des personnes, même quand j'étais à l'hôpital ou même à l'ONG, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent que d'hommes. Ça, c'est quelque chose qui est un constat qui, pour l'instant, n'a pas encore changé. Mais beaucoup d'hommes commencent quand même à parler un peu de plus en plus, même s'ils ne font pas l'action qu'il faut. C'est-à-dire que faire vraiment quelque chose de concret, mais bon, c'est comment ça s'exprime aussi un peu plus que par le passé. Mais au niveau des Mhm. consultations, ça reste des femmes qui sont plus concrètes, en fait. C'est quoi la durée moyenne d'une consultation? C'est 45 une heure. Bon, maintenant, en Oui. fonction des compétences du 45 minutes, 1 heure. 45 minutes, une heure. Donc, moi, je suis plus portée sur 1 heure de consultation depuis quelques temps. C'est 45 minutes avant. Mais les premières consultations, les premières séances, on va dire, sont un peu plus longues parce que c'est les premières. Il y a la première que la personne essaye de trouver ses marques. Donc, ça peut prendre plus de temps. Il y a les silences, de longs silences. Il peut y avoir aussi de longs monologues. Donc, je suis partie sur 1 heure. 1 heure. Et voilà, il y a des personnes qui vont à 1h30, mais ça, c'est en fonction du type d'approche qu'elles utilisent par rapport à la problématique de la personne qui est en face. Et moi, je travaille plus. Alors, la psychologue clinique, lorsqu'elle veut s'ouvrir, lorsqu'elle veut parler, à qui est-ce qu'elle parle? Vraiment, c'est mes proches qui me subissent. Pour moi, c'est les proches qui me subissent vraiment à le temps. Les proches qui me subissent, c'est normalement, dans cette
ce chemin-là. Moi, j'ai une phrase que mon professeur m'avait, celui qui me supervisait, le professeur m'a dit à l'époque, celui qui m'a supervisé pour la rédaction et la soutenance du master, il avait une phrase qu'il aimait beaucoup répéter, que moi j'ai toujours gardée. C'était, voilà, quand tu choisis de faire la pato, c'est ça qu'on appelle à l'université, on dit la pato. Quand tu choisis de faire la pato, tu portes ta blouse devant la personne qui vient te voir. Mais n'oublie pas de laisser ta blouse chaque fois que tu rentres à la maison. Ne rentre pas à la maison avec toi. Moi, j'ai toujours le maximum d'idées de être seulement dans le travail. C'est-à-dire que c'est mon travail. Ce n'est pas... Bon, peut-être qu'au final, même, je suis un peu, on est divisé là-dedans, mais je veux dire, ça reste une activité professionnelle et j'essaie vraiment de mettre des limites entre moi quand je suis psychologue et que j'ai quelqu'un en face et puis moi quand je suis à la maison tout simplement. C'est vrai que dans la vie de tous les jours aussi, ce que j'ai appris sur la nature humaine en travaillant avec des gens et sur moi-même, ça m'aide aussi. Peut-être psychologue, ça m'aide aussi. Certaines situations, ça m'aide énormément. Mais quand moi j'ai besoin de parler, d'abord, vous aurez constaté que depuis 1 heure, on bavage, je fais que ma maison, je bavage beaucoup. Je bavage beaucoup. Quand je ne suis pas en face de quelqu'un, je bavage beaucoup. C'est une des choses qui m'aide dans quelque chose. Et quand je n'arrive pas à dire quelque chose, je ne sais pas, ça peut arriver que je sois tellement, que je n'arrive pas à dire, peut-être par peur de petit, moi j'écoute et ça me soulage. Donc si je ne trouve pas quelqu'un à qui parler, mais c'est difficile que tu veux ou pas, moi je veux parler. Je trouve quelqu'un en face et que j'ai des vraiment difficiles, qui va seulement me suivre. Et je me rends compte après que peut-être je vais même l'interrompu, peut-être même, mais après t'avoir. Mais sur le coup, je vais d'abord m'arrêter. Et puis si je trouve personne j'écris, et puis bon, j'essaie de m'occuper d'autres choses là pour me libérer aussi. Parce que normalement, c'est bien aussi quand tu travailles, tu vas superviser le travail. Et superviser de manière personnelle aussi pour s'assurer que tu as toujours ce qu'il faut pour faire ce travail du mieux qu'il faut. Donc, c'est bien aussi d'avoir tout fait. C'est des choses qui sont beaucoup plus encadrées ailleurs parce que, comme je disais, on est vraiment encore en train de structurer les choses. Oui. Ailleurs, un peu de soi, c'est naturel. Il faut pas quelqu'un qui peut t'encadrer, qui peut te superviser. Ici, c'est encore un peu compliqué, mais ça. Est-ce que tu veux bien donner quelques petits conseils pratiques pour rester en bonne santé? Vraiment, pas des trucs compliqués, complexes, juste des petites choses que nous pouvons faire au quotidien pour être en bonne santé mentale. Bon, quelques petits conseils pratiques. Donc, je pense que tout part déjà d'abord de l'information. Donc, je dirais qu'à la base, il faut d'abord se dire que la santé mentale n'est pas la maladie. Si on parle de ce principe-là, on va donc se sentir et on va commencer à faire ce qu'il faut pour donc préserver sa santé. Il ne faut pas attendre de marcher nu, de se déshabiller ou de commencer à parler tout seul ou de perdre complètement le sommeil pour essayer de comprendre ce qui se passe. La santé mentale, c'est un état de bien-être. Donc, il faut déjà avoir ça en tête, un état de bien-être. Donc, comment je fais pour préserver mon bien-être? Je dois apprendre à me connaître. Les petites choses que je fais au quotidien, c'est apprendre à me connaître, c'est savoir comment qu'est-ce que je me sens. Je me sens en colère, triste, je suis fâchée. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état? C'est important de s'arrêter de ce qu'on ressent parce que les émotions, c'est des choses que vraiment mal gérées, vraiment mal canalisées, elles finissent par exploser. Et on ne sait pas comment. En fonction de la personne, ça peut aller vraiment dans le temps. Donc, je dois apprendre à me connaître et écouter ce que je ressens. C'est très important d'écouter les messages que nous avons. Je suis en colère, je suis triste, je suis énervée, je suis frustrée, j'ai la rage. Pourquoi? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Donc, j'écoute ce que je ressens, j'accepte ce que je ressens et puis je passe à autre chose. Mais quand je n'accepte pas, ça veut dire que j'écoute, ça veut dire que je refoule, ça veut dire que je nie. Donc, je pousse ça quelque part dans un coin de ma tête en me disant que ça va disparaître, sauf que ça ne disparaît pas. Et puis 2 ans plus tard, une semaine plus tard, ça me rattrape et je n'ai plus aucun contrôle dessus. Alors qu'au moment où ça arrive, parce que quelqu'un m'a dit imbécile alors que je n'avais rien fait, ok, de toute façon, c'est pas c'est donc du coup, ça ne s'arrête pas. Ça va, je suis énervée, ça descend et puis je passe à autre chose. Donc, j'écoute mes émotions. Maintenant, j'essaye de faire chaque chose qui me fait bien. Chacun de nous a ça à sa portée. Quelque chose qui nous fait.
quelque chose qui lui fait du bien de manière saine. Voilà, que je peux aussi, je peux rouler mon petit joint là parce que voilà, je prends, je me fais du bien pendant 1 heure de temps, 1h30, 1h30 plus tard, je me sens à nouveau mal. Je Ouais. commence à rouler, je prends, et c'est comme ça que je ne m'en sors plus. Ça J'ai devient toujours une besoin de addiction. ça devient une addiction. Donc, chacun de nous a quelque chose à apporter qui nous aide à faire, qui nous recharge de manière. Donc, en général, on demande de faire du sport, on demande de bien dormir, de se reposer, d'écouter de la musique. Bon, c'est les choses les plus courantes parce que ça a été scientifiquement prouvé que ça fait du bien au corps et ça fait du bien à l'esprit de dépenser un peu d'énergie, d'écouter la musique pour s'écouter de la dopamine, de l'oxytocine, les hormones du plaisir. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut adapter, qu'on peut personnaliser en fonction de nos réalités, de nos cultures. Peut-être on n'a pas la possibilité de courir, mais on a peut-être la possibilité d'aller au village, on peut décider de faire un voyage, de passer le week-end, de s'occuper de tout, de se ressourcer, et puis de revenir. Ouais. Ça nous fait du bien, par exemple. On peut décider Ouais. d'appeler quelqu'un à qui on tient. Simplement, là, tout de suite, je me sens très mal. Je me sens très seule, par exemple. Je me sens très seule. La solitude me pèse, tout triste. J'ai peut-être ma mère, j'ai peut-être ma soeur, un ami à qui je peux parler depuis longtemps, mais que j'aime beaucoup. Je prends Ouais. 2 minutes, 1 minute de mon temps pour discuter avec lui. À l'instant, je parle avec lui, mon cerveau va s'écouter de la dopamine, de l'oxytocine, je vais me sentir bien. Donc, il y a des petites actions qu'on peut poser chaque jour pour se sentir bien, des choses simples. On peut aussi écouter la musique, c'est ce que beaucoup de gens font. Les gens vont dire que la musique, c'est parce que c'est facile, c'est à la portée de tout. On peut s'appuyer sur cette spiritualité, ceux qui en ont, qui ont des croyances, ceux qui ont une aussi le fait de peut-être revenir à la spiritualité, de lire, de la ou alors de prier, ou de faire des retraites spirituelles sont des choses qui nous aident à prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. On peut écrire. Vous allez me dire que non, l'écriture, on n'aime pas lire, combien de fois est-ce qu'on va écrire? Non, mais il faut essayer parce que l'écriture a pour l'avantage que tu peux parler sans que personne ne te Oui. Personne ne va t'écouter. Tu prends ton livre et exactement à l'instant où tu écris, tu dis les choses comme elles viennent. Personne ne va te couper la parole. Personne ne va déformer ce que tu as écrit. Parce que souvent, quand on a été blessé et que maintenant on veut s'exprimer, en face, on a des problèmes de communication. La personne ne comprend pas ce qu'on voulait dire. La personne tourne la situation à son avantage. Ça devient maintenant que c'est nous qui créons un problème. Donc, du coup, ce qu'on voulait vraiment exprimer, on ne le fait plus. Des fois, la personne défend ce qu'on a dit. Des fois, la personne peut se justifier. Et du coup, ce qu'on voulait faire, on ne le fait plus. Et puis, ça se transforme encore en discours. Pourtant, quand on écrit, personne ne nous stoppe. On écrit comme on veut, comme la personne est obligée. Parce que si on considère à ce moment que le cahier, que la feuille de papier, c'est la personne, elle est donc obligée de l'expliquer. Et donc, du coup, quand on a fait d'écrire, on peut dire tout ce qu'on voulait, comme on voulait, complètement. On a tout vidé vraiment comme on voulait. Et on a aussi pris du recul par rapport à ce qui se passe. C'est aussi un bon moyen de gérer ses émotions. Il faut aussi savoir poser des limites. Il faut savoir, c'est très important pour la santé. Tu veux dire dans les relations? Dans les relations, même dans les situations, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Il y a des choses qui nous mettent extrêmement mal à l'aise, mais que peut-être par convention sociale, c'est le jeu d'espérance, voilà, on se trouve obligé de supporter. Il y a des gens qui n'aiment pas aller à des événements, par exemple, qui n'aiment pas les mondialités. Mais voilà, ils sont obligés peut-être d'y aller que selon leur statut dans la société, ils doivent certaines personnes. Mais ils sont poser des limites, c'est se dire non, moi je ne fais pas ça. Par contre, je peux faire ça, je suis plus à l'aise, si je fais juste un faux et je vous dis bonjour et je repars par exemple. Mais être obligé de rester là, à expliquer les gens et tout, non, ça me met mal à l'aise. Ça veut dire que je commence à développer de l'anxiété, je suis mal à l'aise. Mon équilibre, des situations comme ça, donc c'est ça pour donc, c'est vraiment des choses à l'aise, qui faire des amis qui ont une influence un peu négative, on peut dire ça. On n'a pas forcément envie d'aller en boîte ce soir ou de boire tous les soirs, mais c'est nos amis, on n'y va quand même. Alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire. On se force à faire quelque chose qui nous fait pas vraiment du bien. Maintenant, poser des limites dans une relation, c'est se dire, bon, ça, je n'aime pas. Et dire clairement, je n'aime pas ça, je suis mal à l'aise quand tu fais ça. Et si la personne ne respecte pas ce qu'on dit, on doit avoir le courage de s'occuper, de prendre ses distances. Donc, il faut pouvoir poser des limites à ce qui ne vous convient pas. Il faut savoir mettre des limites aussi dans les relations qu'on a de donner sens à quelqu'un
Demain, je peux donner seulement 10%. Demain, je ne peux rien donner. Et ça n'enlève rien du fait que j'aime la personne, qu'elle a de la valeur pour moi, c'est que je me protège aussi. Je protège aussi mon équipe. Donc, Oui. vraiment, pour ne pas embrayer, même seulement ça, c'est pas notre sujet. Il y a de manières, en fait, de prendre soin de Tu, santé mentale. Mais voilà, déjà, tu es donc d'accord avec moi qu'on a besoin d'un autre épisode? oui, 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 c'est très vaste. C'est un domaine qui est vraiment très vaste, très vaste. Mais voilà ce qu'on peut faire. Vous mangez, vous faites du sport, vous entourez des personnes que vous aimez, vous passez du temps avec vos proches. Oui, Tout ce qu'on et qui nous donne un peu de joie, qui nous procure du plaisir. C'est bon. Plaisir sain, plaisir du sain, plaisir sain. C'est bon pour la santé. Donc, on passe avec ce qu'on aime. On peut apprendre aussi de nouvelles choses. Ça aide aussi à retrouver l'estime qu'on a de soi. Donc, apprendre de nouvelles choses, peut-être découvrir de nouvelles compétences. Si on a la possibilité, et avec YouTube aujourd'hui, on peut tout apprendre. Même faire juste un nouveau plat de cuisine. C'est vraiment ça. Essayer une nouvelle recette. Pour une dame, par exemple, qui est à la maison. Juste essayer une nouvelle recette chez la cuisine. Ou une activité de bricolage avec ses enfants. Ou juste, je ne sais pas moi, se faire une tortille. Il y a beaucoup de petites choses. Et chacun fait en fonction de ses réalités et de ses ouais. possibilités aussi. Mais c'est dans chaque jour, il y a quelque chose qui nous fait le faire.